sur de nombreuses questions, réforme de l'islam, homosexualité, antisémitisme, place des femmes dans la société. Ce soir, dans Vous aurez le dernier mot, Tariq Ramadan nous dira pourquoi il a éprouvé le besoin d'écrire ce plaidoyer pro-domo. Merci Ali. Alors docteur Tarek et Mister Ramadan, je ne sais pas très bien comment je vais vous appeler, avec ou sans décodeur, hein, parce qu'il y a quand même une histoire de décodeur, il y a un double discours, on vous accuse toujours de ça. Pourquoi, question d'Ali, pourquoi ce plaidoyer pro-domo aujourd'hui ? Non, parce que, écoutez, au départ, c'est une maison d'édition italienne qui me dit, écoutez, vos grands livres, très épais, les gens ne les lisent pas. À un moment donné, il faut que vous nous donniez... Très sérieux, très universitaire. Exactement, il faut un livre accessible, simple. Et donc, j'ai refusé pendant 3 mois, puis après j'ai réfléchi, je me suis dit, effectivement, il faut le faire. C'est-à-dire les grands thèmes qui sont les miens et qu'on cesse de me lire par l'intermédiaire de X, de m'interpréter par l'intermédiaire d'Y, et qu'on aille directement à la source. Et ce texte-là est un texte de clarification. Vous avez tellement besoin qu'on vous aime, Tariq Ramadan. Non, j'ai besoin qu'on comprenne. C'est beaucoup plus sérieux que ma personne. C'est pas du tout une question d'ego, c'est une question de société. Aujourd'hui, on est en France, mais dans toute l'Europe, dans une vraie question de l'avenir, c'est-à-dire de vivre ensemble, c'est-à-dire de se comprendre, d'aller au-delà de nos peurs. On est aujourd'hui traumatisé par la peur, on devient hystérique par rapport à nos peurs, la nouvelle visibilité de ceux qui nous apparaissent comme des étrangers, et on est obsédé par des questions de sécurité. Je crois qu'à un moment donné, ce que j'essaye de faire, c'est de bien montrer qu'au-delà de mon intime conviction qui part d'un jeu, il y a une vision pour l'avenir qui est à partager avec une société. C'est ça que j'essaye de faire. Mais vous n'avez pas la naïveté de croire quand même que vous allez convaincre d'un coin seul avec un livre tous vos détracteurs, c'est pas possible. Non, il n'y a absolument pas. Pour moi, ceux qui sont convaincus que j'ai un double discours n'entendront dans ce que je dis que ce qu'ils veulent entendre. Et c'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas vraiment de double discours, il y a une double audition. Alors, certains ont une audition sélective. Donc je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas lu, qui ne savent pas, qui ne voient pas ce qui est en train de se passer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de traduire sur le terrain, à partir de l'expérience et sur le plan intellectuel, les réalités quotidiennes. Alors, la thèse du livre, c'est qu'on peut être à la fois américain et européen et musulman. Hein, complètement, cette idée qui... culturellement, religieusement, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais plus profondément encore, philosophiquement, en termes de valeurs, en termes de finalité, en termes de citoyenneté... est soluble dans la démocratie. Mais c'est même pas une proposition que je fais. Je dis, regardez, au lieu de nous arrêter à nos perceptions qui font du musulman l'autre qui ne s'intégrera jamais, regardons les chiffres, regardons les réalités quotidiennes aujourd'hui. Vous avez des millions d'Européens de confession musulmane qui parlent les langues européennes, qui respectent les lois européennes, qui vivent au quotidien. Et aujourd'hui, à eux, on est en train de le dire, mais quand est-ce que vous vous intégrerez? Parce qu'en fait, on est en train de culturaliser, ce que je dis, islamiser des questions qui ne sont pas du tout de cet ordre. La réalité en Europe aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai problème avec des questions sociales. Et nos politiciens aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ne connaissent plus leur société, ils ne connaissent plus leurs citoyens. Ils parlent au nom de citoyens dont ils ne connaissent plus les réalités. Et aujourd'hui, c'est des questions d'emploi, c'est des questions d'habitat. Il faut réconcilier les politiques avec la politique et qu'ils ne cessent de nous parler de une fois la burqa, une fois le foulard. Votre discours est de plus en plus politique, hein, Tariq Ramadan. Il a toujours été politique. Il a toujours été politique sur les questions politiques et il est religieux sur les questions religieuses. Aujourd'hui, celui qui ne mélange pas les genres, c'est moi. J'ai en face de moi des politiciens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à des questions politiques que je leur pose, disent « Ah, mais vous, monsieur Ramadan, vous êtes un islamiste. » Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé dans ce livre. Vous allez dire c'est un point de détail, mais c'est votre position sur les écoles coraniques. Vous êtes pour le service public à l'école, contre les écoles coraniques. Non, enfin carrément contre, hein, page 80, il y a des phrases sur la question de l'école islamique, mais moi je suis un produit de l'école laïque. Vous êtes laïque finalement, mais personne ne le savait. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire laïque, ça veut dire respecter la loi républicaine, respecter le cadre. Ce que je demande au gouvernement français, mais comme à tous les gouvernements européens, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle est égalitairement pour tous. Le problème aujourd'hui, c'est que... vous êtes contre l'école coranique. Moi j'ai lu ça à page 80. Non mais il faut faire attention, école coranique où on enseigne le Coran, ça c'est des écoles... ou qui sont confessionnels ou pendant le week-end, ça existe. L'école qui est l'école islamique parallèle au système qui serait le système d'État, pour moi, je comprends que certains arrivent à cette solution-là, mais je pense que ce n'est pas la solution de l'avenir. La solution de l'avenir, c'est l'école pour tout le monde, avec des droits égaux pour tout le monde et un enseignement commun pour tous. C'est ça l'avenir de nos sociétés. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a frappé, c'est quand vous définissez, vous dites, voilà, moi je suis suisse de nationalité
nationalité. Ouais. Je suis égyptien de mémoire. Je suis on va voir si vous en souvenez. marocain et mauricien d'adoption. Ah non, mais parce que j'ai lu. Et puis, je suis musulman, évidemment, de religion. Et dis-moi, vous avez tout pour être français, en fait, là, non? Ce mélange. Oui, mais ce que j'ai toujours dit, c'est que moi, qu'est-ce que vous attendez là? Parce que vous aimez beaucoup la France. Vous traînez beaucoup chez nous. J'aime beaucoup la France. Votre femme est française, vos enfants sont français, pourquoi pas vous? Non, je veux dire, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup cette culture-là. Ce qu'on m'a fait comprendre assez rapidement, c'est que je ne serais pas forcément le bienvenu à cause d'un certain nombre qui vous l'a dit, ça? je veux dire. Non, mais qui Non, je veux dire des officiels et des politiques. Je veux dire, votre actuel président de la République, avant un débat en 2003, a dit Tariq Ramadan, je vais le pulvériser. Dieu merci, ça va, il n'y a pas de pulvérisation à l'horizon, mais c'est ça, c'est ce discours-là. Ça aurait été différent peut-être. Je ne sais pas, en tout cas ça aurait été la disparition voulue, mais je pense qu'aujourd'hui on a des politiciens où dans le débat critique sur ces questions-là, ils évitent les vraies questions. Ils évitent des questions fondamentales. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir dire, ce pays-là, la France, elle a une tradition. Elle a une tradition littéraire, elle a une tradition de pluralisme, elle a une tradition de droits humains. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de politiciens sont en train, et d'intellectuels sont en train de trahir cet héritage-là au nom d'une vision extrêmement étriquée, en pensant qu'il pourrait être français, il faut s'assimiler, il faut perdre sa diversité culturelle. Oui, mais attendez, vous faites beaucoup de pas quand même dans cette direction-là. Il y a autre chose, par exemple, à propos des femmes. Moi, il y a une phrase aussi qui m'a frappé. Vous dites l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais il apparaît clairement que les musulmans en ont souvent avec elles, les femmes. Bien sûr. Vous savez, c'est quoi ce problème? Ça veut dire que les musulmans ont un problème spécifique avec les femmes? Non, les musulmans ont un problème avec beaucoup d'éléments qui concernent leur tradition et à plusieurs niveaux. La compréhension des textes et la diversité des interprétations. Et parmi ces éléments-là, effectivement, une question tout à fait sensible, c'est la question des femmes. Et en tant que musulman parlant de l'intérieur, l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais on ne peut pas ne pas reconnaître. Et c'est pour ça que j'appelle mes co-religionnaires à avoir un esprit critique, un regard critique sur non pas simplement l'idéal des textes, mais l'incohérence de nos pratiques. Parce qu'aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement musulmanes... La femme doit être l'égale de l'homme. La femme doit être l'égale de l'homme. Aujourd'hui, chaque fois que la femme a l'accès à l'éducation, à l'accès au travail social, elle fait mieux que les hommes. Je vais même vous dire une chose. Aujourd'hui, pour rendre les sociétés majoritairement musulmanes et les communautés musulmanes meilleures qu'elles ne sont aujourd'hui, on a un vrai travail à faire avec les hommes. On a un vrai problème, une crise identitaire parmi les hommes, beaucoup plus que parmi les femmes aujourd'hui. Tariq Ramadan, une autre phrase, c'est du Ramadan dans le texte, sans décodeur. Hein. J'ai lu, vous dites qu'il est anti-islamique d'imposer le foulard à une femme. Alors, les hommes qui imposent le foulard